Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en cette soirée du dimanche. Dimanche, c'est politique, c'est votre grand programme désormais qui vous est proposé par E-Télé, bien évidemment. Et vous êtes au 5e rendez-vous de cette journée, de ce grand programme. Dimanche, c'est politique, c'est le décryptage avec notre analyste politique Agapit Napoléon Maforican qui est par ailleurs consultant médias et communication. Il est expert en gouvernance, justement. Bonsoir à vous. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, vous intervenez et après, donc, Actu en 7, le duel, l'entretien et puis, bien évidemment, l'hebdo des éditorialistes. Vous savez, le ministre en charge de l'économie et des finances a rencontré la presse béninoise et donc, il est revenu un peu sur ses performances économiques que le Bénin connaît depuis quelques années. En témoignent donc ces différentes notations, entre autres la notation B+, de Standard & Poor's, la notation A- stable de Bloomfield, sans oublier bien évidemment cette catégorisation de la Banque mondiale. Apparemment, tout est beau depuis 2016. En tout cas, tout s'arrange, on peut le dire, tout s'arrange et il ne faut pas faire la fine bouche. Je pense que la sortie du ministre des Finances, de l'économie et des finances, qui n'est pas habitué à rencontrer les médias, la sortie était utile pour pouvoir repréciser tout ça, parce que ça fait au moins sur 3 années de suite que nous sommes bien classés, sinon très bien classés, au niveau de beaucoup d'indices internationaux qui sont des indices importants pour pouvoir se positionner sur le marché mondial, que ce soit le marché mondial de la gouvernance, le marché mondial de l'économie, le marché mondial des finances, le marché mondial donc du développement humain et ainsi de suite. Donc, il est important que quelqu'un comme le ministre des Finances, qui est sur l'argentier national, sorte pour pouvoir un peu préciser les contours, le contenu et, comme on le dit vulgairement, les tenants et les aboutissants. Pourquoi sortir maintenant quand on sait qu'on est à 8 mois de la présidentielle alors qu'il avait tout le temps pour sortir avant, pour expliquer un certain nombre de choses parce que nous n'avons pas certainement le jargon économique? Évidemment, il y a deux manières de voir la chose. Ceux qui regardent devant, donc voient les 8 mois de la présidentielle, et ceux qui regardent derrière et voient les 4 années de travail acharné. C'est cela qu'il faut peut-être voir. C'est-à-dire que quand vous arrivez et vous commencez par parler, vous ne pouvez que faire le procès des autres. Alors ou bien faire que des projets. Alors vous faites le procès des autres, on va dire que c'est la chasse aux sorcières. Et si vous parlez sans suite, on va dire que vous êtes dans la démagogie. Donc, il faut plutôt se taire, se projeter, travailler et présenter les résultats. Et donc, on peut se satisfaire qu'après 3 années, 4 années et demie de gestion, que le résultat est aussi visible et est soutenable. Et qu'en tant que ministre de l'économie et des finances, il est fier de venir exhiber, présenter le fruit d'un travail qu'il dit, il a l'humilité quand même assez illustrative, il dit c'est le travail de nous tous, de vous et de nous. Je pense qu'il y a des gouvernements qui le expliquent, que ce serait totalement approprié tout ça pour dire oui, c'est grâce à son excellence, c'est grâce à... Non, et je pense que la posture encore, celle-là, était cet effort, le chef d'État m'a dit de vous le dire, c'est le sérieux de vous tous, de tout le travail de nous tous, c'est le fruit de notre sérieux, c'est le fruit de la rigueur dans laquelle nous travaillons depuis 4 ans. Ça, je pense que le Béninois le plus moyen possible doit se sentir concerné par cette situation. Parce que, en fait, nous allons beaucoup vite sur la question donc du panier de ménagères. Exactement. La question lui a été posée, la question a été soulevée dans le duel des éditorialistes, dans le duel de tout à l'heure, le duel politique en matinée. C'est revenu, on dit oui, le Bénin se porte très bien, le Bénin est émergent, le Bénin est révélé, mais est-ce que le citoyen est révélé? Et justement parce que la poche du citoyen, le citoyen ne pourra que voir la macroéconomie ou du moins la conséquence de cette performance économique dans sa poche, dans les ménages, dans les foyers. Qu'en est-il concrètement? Vous savez, c'est là un peu, en fait c'est un débat normal, voir ça dans sa poche. Mais vous savez que pour voir dans sa poche, il faut déjà qu'on ait travaillé pour l'ensemble. C'est-à-dire que, en dehors de ce que, déjà, il faut comprendre le principe. Le principe, c'est que nous sommes dans un système libéral
L'État est régulateur. L'activité économique est organisée par les entreprises. L'État assure un certain nombre de services sociaux et assure la régulation. Est-ce que le phénomène tourne? C'est oui. Bien. Si le phénomène tourne, donc l'État est dans son rôle régalien de régulation et de gestion d'un certain nombre de services sociaux. La preuve, Covid-19 est arrivé, il n'était pas prévu. Mais l'État assume sa fonction. L'État a su réagir. Les hôtels ont été réquisitionnés, c'est l'État qui paye. L'État n'a pas attendu que la solidarité nationale ou internationale agisse avant de faire ça. C'est des moyens qui ont été mis en branle. Les dépistages, les kits, les masques subventionnés, tout ça, c'est de l'argent. L'argent doit venir. Alors l'État a anticipé sur sa fonction et sur les collectes des revenus. L'État assure la collecte des deniers publics. L'État assure leur gestion. Et vu ainsi, c'est le fruit de votre productivité. Si tout le monde se met à ne pas travailler, sans entreprise, pas d'impôt. Et donc, l'État n'aura pas à engranger, et il n'y aura pas donc de fiscalité active, il n'y aura pas de ressources. On va vivre sur l'extérieur, on ne peut pas s'en sortir. Donc, c'est le travail de tout le monde, quotidiennement, qui fait que l'argent entre. Mais quand si l'argent entre et l'argent va dans d'autres poches, est-ce qu'on peut faire asphaltage? Est-ce qu'on peut construire les infrastructures? Est-ce qu'on peut anticiper une gestion de Covid-19 comme ça a été fait? Il faut bien que l'État gère bien les devises et évite que les devises sortent aillent dans les poches, la dispersion des devises, des finances. Donc assainisse les finances publiques et évite les dispersions qui ne profitent pas au collectif. Quand on dit profite à l'État, c'est profiter au collectif. Mais quand on parle de production, c'est vrai, mais il y a aussi un autre concept qui s'y ajoute, par exemple, la prospérité partagée. Non, vous ne comprenez pas, c'est du chapelet, ça fait, c'est des diatribes. Il faut comprendre le problème en réalité. Prospérité partagée, citoyens révélés, tout ça. Oui, on dit la même chose. Il faut déjà produire, il faut déjà que les fruits de la production, donc la capitalisation de tout ça, ça soit traduit dans un certain nombre d'investissements. Les investissements sociaux, les investissements communautaires, comme les routes, comme les centres de santé, comme investir dans l'éducation, donc former bien. C'est que lorsque vous réglez ça, mais vous réglez déjà un certain nombre d'éléments de mieux-être. La prospérité, c'est le mieux-être par ailleurs. Lorsque vous n'avez pas de voie, regardez comment tout le monde, comment les terres, les carrés, comme on le dit vulgairement, prennent de la valeur lorsque une voie pavée passe, même à 200 mètres de la parcelle. Et comment les boutiques sont revalorisées, les cours sont revalorisés lorsque les pavés sont à côté. Je ne parle même pas de bitumage. Regardez comment des zones enclavées, depuis que l'asphaltage est mis en branle, comment ces zones ont été revalorisées, où les propriétaires terriens ont multiplié même le prix de vente de mètres carrés par 5 ou par 8 ou par 10. Mais c'est cela la prospérité partagée. L'État sur sa fonction, qui est la régulation, qui est la fonction de présence sur un certain nombre d'activités sociales, mais au même moment, l'État gère mieux le fruit de la croissance. C'est-à-dire que lorsque l'État sort des salaires, lorsque l'État investit, ce que l'État entre en impôts, en entrée et en dons et autres qui viennent d'ailleurs, l'État le gère bien. Ça ne va pas dans les poches dispersées, ça ne va pas dans les poches des commis placés ici et là, mais ça va dans les caisses de l'État. Regardez par exemple la dématérialisation au niveau fiscal. Aujourd'hui, le système est tel que de votre bureau, vous faites vos déclarations diverses et vous recevez en même temps la facturation. Aujourd'hui, vous le faites en même temps la TVA. Quand les services des impôts savent déjà comment ça fonctionne. Ça, c'est une manière de capitaliser et de rentrer de l'argent avec moins d'exposition à la corruption. Et ça permet à l'État donc d'engranger. Mais en engrangeant, l'État le réinvestit. Quand le président Talon est arrivé, on a parlé donc quand il a commencé par lancer le PAG en parlant de Bénin révélé, beaucoup de personnes avaient dit mais c'est le gouvernement maquette. Parce que les gens ils voyaient les maquettes ici, là, un peu partout. Mais ils disent mais il va financer ça comment?
Ça, je me rappelle toujours cette question. Ah oui, parce que le PAG avoisinait plus de 9 000 milliards et on disait, je me rappelle, hein, on disait donc que c'était un catalogue d'intentions Exactement. irréalistes. Donc les gens, ils étaient sidérés devant les maquettes. Et ils se demandaient, mais comment il va financer? Comment il peut financer? Mais aujourd'hui, les mêmes disent, ah, que ben, on ne voit pas, on ne voit pas la prospérité. Mais c'est là qu'il y a la prospérité. Le panier de la ménagère, si on partage toutes les ressources, qu'est-ce qu'il y aura dans les infrastructures communautaires? Qu'est-ce qu'il y aura dans l'anticipation des phénomènes qu'on n'aurait pas prévus et qui arrivent, comme le coronavirus? Qu'est-ce qu'il y aurait dans les autres fonctions régaliennes de l'État? C'est cela. On ne peut pas vivre au crochet des autres. Et donc, regardez, le taux d'endettement du Bénin, le ministre des Finances l'a dit, les gens s'inquiètent pour dire qu'on voilà, le Bénin va trop sur le marché d'emprunt. Non, nous nous avons fixé le seuil de 50, alors qu'on pourrait aller à 70%. On a 50% et là, on n'a même pas encore atteint les 50%. Et aujourd'hui, quand le Bénin lance, tout le monde veut investir au Bénin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image Bénin s'est beaucoup améliorée. Et ça, c'est le travail régalien de l'État. Ça, c'est pas un travail qu'un citoyen doit faire. Il y a même des citoyens qui de l'extérieur, salissent, ternissent l'image et font tout pour que l'image du Bénin soit sale, soit noire. Et pourtant, l'action de l'État, le rôle que joue l'État, donc je reviens toujours au rôle régulateur, le rôle souverain de l'État, fait que aujourd'hui, l'image du Bénin est bien perçue à l'extérieur. Le Bénin est un pays sérieux. La Banque mondiale l'a dit souvent et le démontre dans Et il y a tout de même le Fonds monétaire international le dit, l'UEMOA le positionne, la CEDEAO le fait. Finalement, les autres indices, vous l'avez et justement, certains citoyens ont une certaine réticence vis-à-vis des institutions de Bretton Woods, par exemple. Ils n'ont pas foi en ces institutions parce qu'ils estiment que ces institutions sont certainement à la base de notre sous-développement. Donc, quand ces institutions catégorisent le Bénin ou donnent un certain nombre d'indicateurs au Bénin, ils ont de l'hésitation à y croire. J'ai entendu que ce n'est pas la Banque mondiale qui va nourrir les Béninois ou bien qui... Ou du moins, les agents de la Banque mondiale ne vivent pas la souffrance des Béninois. Non, c'est une posture. C'est une posture. Quand nous allions... en 87 ou en 86, on a commencé par aller au programme d'ajustement structurel, le gouvernement de la Révolution, qui avait passé tout son temps à attaquer l'impérialisme international, le capitalisme, et que nous avons combattu tout le temps. Pourquoi on est allé vers les institutions de Bretton Woods si on ne croit pas en eux? On est allé pour aller chercher le capital. Et pour qu'ils investissent, ils ont des conditionnalités. Ils ont des indicateurs. Ils ont un modèle. Donc, quand on est allé, le président Kérékou, qui était dans toute sa posture révolutionnaire, n'a pas changé. À la conférence, il a dit d'ailleurs, bon voilà, donc on a fait la révolution, les gens, ils ont tout, les cadres qu'on a positionnés, ils ont tout rebouffé, et ils ont mal géré. Et on était obligé donc d'aller vers le FMI. Et que ça là, le programme d'ajustement structurel a été bien négocié, et qu'aucun gouvernement qui va venir, même demain, ne peut remettre en cause notre programme d'ajustement structurel. C'est ce qu'il disait. Alors, donc si c'était si fallacieux, un système comme celui que Kérékou dirigeait, le PAPB, qui a quand même mis en place au départ pour le capitalisme, le colonialisme, le néocolonialisme, la bourgeoisie, tout ça là, c'était à bas. Alors, si on est revenu 20 ans après pour aller et accepter les conditionnalités, ça veut dire quand même que ces gens-là ne sont pas des bambins. Ça veut dire qu'ils n'ont rien fait pour nous y amener. C'est nous qui avons couru pour y aller. Si on a pris Nicéphore Soglo en 90 comme Premier ministre, pourquoi on l'a pris? Parce que c'est un ancien de la Banque mondiale, un ancien administrateur pour un certain nombre de pays africains. Et donc, la banqueroute fait qu'on s'est dit, ah, il faut quelqu'un comme ça, qui a eu à administrer les pays africains, qui a pu faire la Banque mondiale. Alors, quand Yahi Boni est venu en 2006, pourquoi? Parce qu'on dit que c'est un banquier, il a fait de la BOAD, il a de la BCAO, il a fait la BOAD. Alors, ces institutions fonctionnent sur la base des indicateurs des structures internationales comme les SFI, qui est une structure de la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international, comme les indices de l'OCDE. Est-ce que ces institutions... Oui. Donc,
ne peuvent pas être instrumentalisés. Donc mondialement, voilà, mondialement c'est des indicateurs connus et pris en compte. Aujourd'hui, quelqu'un représente le Bénin à la Banque mondiale. C'est résiduel, la force du Bénin. Parce que nous ne sommes pas un grand pays importateur, ou enfin, exportateur. On est dans le coton, ça fonctionne. Mais en réalité, nous ne sommes pas un pays aussi impactant pour pouvoir corrompre ces institutions-là quand même. On n'a pas les moyens de le faire. On n'a pas de quoi, on ne peut pas le faire. Donc du coup, dire qu'on peut corrompre, c'est quand même, on se prend un peu trop au sérieux. Hein? On est un pays pauvre, on vient juste d'être remonté comme un pays à revenu intermédiaire inférieur. Donc, on est quand même un pays à revenu intermédiaire. Mais quand vous nous regardez notre positionnement, non, nous ne sommes pas des pays qui peuvent être en mesure de corrompre une structure, des structures qui sont mondialement connues, qui ont leurs des indicateurs, qui ont leur modèle, qui ont leur processus et qui sont respectés de par le monde. C'est des Américains, c'est des Français, c'est des Allemands, c'est eux qui dirigent cette structure-là, ici et là. Donc, c'est quand même des gens d'un certain niveau et d'une certaine culture démocratique. Alors, si vous ne voulez pas leur indice, est-ce que l'indice de l'UEMOA, quand l'UEMOA nous classe, pourquoi est-ce que le siège ont été corrompus? Est-ce que la CEDEAO, parce que bon, on dit les autres donnent le vu et la CEDEAO et l'UEMOA. Pourquoi on a atteint aujourd'hui un seuil au niveau de l'UEMOA qu'on n'a jamais atteint depuis 1994 que l'UEMOA a été reconstruit, rebâti? Pourquoi au niveau CEDEAO, alors que les gens ont tenté de mâcher l'image, de salir l'image par rapport aux élections, pourquoi nous gardons aussi une position d'un pays bien gouverné, un pays où on circule bien, où la circulation est fluide, un pays où on entre et on sort facilement, un pays où il n'y a pas de tracasserie, un pays... Pourquoi nous avons encore cette image-là? Allez, si nous corrompons, si c'était facile de dire oui, les autres sont corrompus. Je pense que l'orgueil du Béninois doit être fouetté. On doit être fier. Et donc pour vous, c'est un orgueil, c'est l'orgueil. On doit bomber le torse quand cette structure-là, nous... Parce que je vais vous raconter, en 2011, quel était le gros problème de Boni Yahi? Il est arrivé en 2006, il a lâché un certain nombre d'acquis, enfin, il a libéré, il a concédé un certain nombre de situations sociales, donc recruter 11 000 enseignants, par ailleurs, revaloriser certains indices et autres. Et puis après, il a crevé le plafond au niveau de l'UEMOA. Alors, dans une structure comme l'UEMOA, il y a ce qu'ils appellent la surveillance multilatérale, qui fait que vous ne pouvez pas dépasser, il y a des indicateurs. Il y a un seuil. Il y a des seuils, voilà. Donc, au nom de cela, l'UEMOA est venue plusieurs fois pour dire, ah, danger. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, danger. Et donc, le FMI, parce que nous sommes suivis, le FMI, la Banque mondiale, regarde aussi les indicateurs des organisations régionales. Donc, ce n'est pas personne, ils ne travaillent pas chacun de son côté. Donc, il a dit, ah, la mission du FMI qui est venue en 2011 a dit, ah, vous devez revenir à tel seuil. C'est bien tenu, votre économie, mais il y a un danger. Si vous n'atteignez pas tel seuil, vous ne pouvez pas avoir accès à d'autres crédits. Et je pense que le président Yahi, en 2011 à 2013, a cravaché. Et c'est là les grèves qu'on a eues par rapport à tel avantage, à tel acquis qui devait être généralisé. Voilà. Donc, il a dû accepter, mais en échelonnant, parce qu'il ne pouvait plus faire des cadeaux sociaux. C'est pour vous dire quoi? Alors, si en 2011, on a connu, quand on a fait des cadeaux à volo, on a été obligé d'être restreint. Et pendant 2 ans, le gouvernement a été mis sur la brèche. On ne peut pas dire aujourd'hui que ces institutions sont des pantins, ou sont des marionnettes, ou sont des girouettes, ou bien sont des instruments qu'on peut utiliser, réutiliser à ça. Non, je pense qu'il faut qu'on soit un peu sérieux. Et que si les gens ne savent pas comment cette structure fonctionne, qu'ils aillent sur Internet, tout au moins, taper le moteur de recherche et voir le sérieux, l'organisation et les stats, et les indicateurs, et les indices, et voir les expériences antérieures. Alors, je vais revenir encore. Si nous avions été mal classés, ça aurait fait le tour du monde en montant, oui, bon voilà, Reporters sans frontières a dit que la liberté de presse est... Alors, si on est en mesure de revendiquer les mauvais indices,
Il faut qu'on puisse... Qu'on revendique alors les... Il faut qu'on soit, au moins, qu'on soit faire, qu'on le dit, qu'on accepte. Que donc, et si on fait le point, je pense que on est sur 10 indices, nous sommes bien classés sur 9. Et bon, il y a toujours... On a quand même... On peut mettre meilleur partout. On a quand même un problème. Et le ministre de l'économie et des finances l'a d'ailleurs évoqué. Le problème, c'est bien nos relations avec le Nigeria. Pourrait-on vivre sans le Nigeria? Il a répondu non, alors que nous avions eu l'impression depuis quelques temps, ou depuis quelques mois, quand les frontières ont été fermées, nous avons eu l'impression que le gouvernement fonctionnait comme si on pouvait vivre sans le Nigeria. Donc, le gouvernement n'a pas fonctionné comme si on pouvait vivre sans le Nigeria. La question a été posée au ministre et il a très bien répondu. On ne peut pas vivre sans le Nigeria. Mais ce qu'il n'a pas dit, je pense qu'il avait l'humilité. Je pense qu'il a la victoire modeste, ou comme on le dit, c'est une sorte de pudeur ou de langage diplomatique. Il aurait pu dire oui, on peut pas vivre sans le Nigeria, mais on s'est assumé jusque-là, malgré la situation. Je pense qu'il a manqué ce pan, parce qu'on s'est assumé malgré la situation. Alors, le discours du ministre, c'est que non, nous travaillons ensemble, nous espérons, donc on doit vivre avec le Nigeria. Et ce qui est normal, nous sommes un pays voisin au Nigeria, la géopolitique nous oblige à tenir compte du Nigeria dans tout ce qu'on veuille être soumis ou dominant, on est obligé d'avoir une posture face au Nigeria. Et pendant longtemps, le Bénin était un pays soumis face au Nigeria. On a adopté la posture de soumission en face du Nigeria, où Obasanjo pouvait venir demander, faire des injonctions à notre président, demander qu'on ferme les frontières, et nous allons courir là-bas pour quémander la réouverture, on va mettre nos services sécurité en branle, on va même poursuivre certains. Alors, ces temps sont révolus. Je pense que le Bénin a fait l'option de la dignité au niveau international, d'une souveraineté, mais une souveraineté dans la dignité. Pas dans l'arrogance, mais dans la dignité. C'est au nom de ça que vous allez voir quand même, quand le président voyage, on dit non, moi je ne suis pas venu chercher l'argent. Je suis venu pour dire, ok, suivez ce qui se passe, pas chez nous. Donc, le Bénin doit suivre. Quand il est allé parler sur je pense à Dakar par rapport à la soutenabilité des dettes, là également, la posture, c'est la posture qui vous rend digne. Lorsque on dit, bon, on annule les dettes par rapport à Covid, on dit non, ce n'est pas une bonne posture. Nous préférons tel autre. Donc, par rapport au Nigeria, c'est la même chose. Le Bénin n'a pas été arrogant. Le Bénin ne pouvait pas l'être en face du grand Nigeria. Mais le Bénin ne s'est pas non plus affaissé, et le Bénin ne s'est pas mis pied, mais ne s'est pas livré pieds mains liés. C'est peut-être ça qui donne l'impression que on vit dans le Nigeria. Mais bon, on a besoin du Nigeria, ça c'est vrai. C'est un gros marché de consommation. Et donc, le Bénin qui ne produit pas grand-chose peut vendre ses services. Et donc, Albert Ivoire a dit un jour, si nous vendons l'eau potable au Nigeria, nous serons riches. Il a dit. Il a été l'artisan de ce programme d'enseignement du français au Nigeria. Au Nigeria, oui. Voilà, il y a assez de pistes où nous pouvons faire des transactions normales, responsables avec le Nigeria. Le ministre a parlé de la production du riz, par exemple. Exactement. Donc, je voulais rendre, donc, si on quitte la contrebande et on rentre dans des relations bilatérales bien organisées, le Nigeria est un atout pour le Bénin. Un gros atout. Donc, et je pense que le président nigérien, les autorités nigériennes, c'est ça qu'ils veulent. Que nous travaillons dans des conditions de responsabilité. Il se fait qu'au niveau des frontières, ce n'est pas toujours ça. Il y a toujours des agents délicats et il y a toujours l'esprit de contrôler les fiscs. Et donc, ça fait que la situation n'est pas toujours... Mais on peut se réjouir qu'un an après, que le Bénin ne soit pas à genoux en face du Nigeria. Et que, d'égal à égal, les deux États discutent pour trouver un module du 26. Donc voilà, je pense que c'est ça qui ramène encore à la question de la gouvernance. Je dis, nous sommes dans un système libéral où les citoyens vaquent à leurs occupations et l'État, en bon père de famille, gère les relations entre les citoyens, régule leur interrelation, gère notre image à l'extérieur, nos intérêts à l'extérieur, en face de d'autres États, et gère nos finances, notre panier commun, qui est les finances nationales, et il les gère en bon père de famille,
en investissant là où il faut investir, en intervenant là où il faut intervenir. Et justement, et Covid-19 montre là où il faut intervenir. Regardez, les gens attendaient, lors de Covid-19, que le gouvernement distribue l'argent. Non, ou bien disent l'électricité gratuite, l'eau gratuite pour 3 mois, pour ci, pour ça. Le gouvernement n'est pas allé sur le terrain. Mais le gouvernement a rebondi d'une manière scientifiquement gérable, en demandant aux artisans qui ont perdu dans cette affaire lors des confinements ou de la zone sanitaire, pendant ce temps où on a interdit à certains de mener certaines activités, de s'inscrire sur une plateforme, de dire combien ils ont perdu. Donc, a ouvert le jeu. Les gens se sont inscrits. Il y a les incrédules qui sont restés, d'habitude, ils préfèrent commenter, ils préfèrent voir, lire dans les intentions. Et il y avait quand même quelque chose qui, voilà, on nous demandait de donner telle chose, de justifier telle chose. C'est à croire que on voudrait quand même nous amener à déclarer un certain nombre de choses pour nous traquer fiscalement après, parce que bon, voilà, on est plus dans l'informel par ailleurs. Oui, le Bénin est très fertile. Le Bénin est très fertile en imagination et en production de pensée de l'autre. C'est-à-dire nous sommes des visionnaires dans la tête de l'autre. On lit dans la pensée. Hein? On communique avec la pensée de l'autre. Il paraît que c'est la politique qui nous amène là. Nous communiquons avec la pensée de l'autre. Ça, je pense que c'est une de notre force. Et c'est la grosse faiblesse dans l'interrelation. Parce que donc, vous passez votre temps à communiquer dans la pensée de l'autre. Donc, vous mettez en liaison avec sa pensée. Vous tentez de lire dans sa tête. D'abord, vous n'avez plus le temps de discerner. Vous n'avez pas le recul nécessaire pour analyser et discerner. Et donc, naturellement, il y a de très fortes raisons que vous échouez. Parce que vous ne pouvez pas lire dans la tête de quelqu'un, surtout d'un gouvernant. Vous pouvez analyser, vous pouvez anticiper certaines réactions, mais vous ne pouvez pas lire et lui prêter des intentions. Alors, lorsque le gouvernant dit « fait », mais prenez-le au mot. Prenez-le au mot. C'est plus simple. C'est plus simple de demander des comptes. Lorsque le président Talon dit mandat unique, beaucoup de personnes reviennent sur la question aujourd'hui. Mais il a dit. Mais ceux qui reviennent sur la question ne vont pas plus loin. De toute façon, on y reviendra. D'accord, parce que ceux qui reviennent sur la question, ils ne vont pas plus loin. Ils restent en chemin. Mais ils n'ont pas dit entre-temps tout ce qui s'est passé de 2016 à avril 2017. Vous l'avez dit, on va revenir. Donc, c'est pour vous dire que au moment où le gouvernement a dit aux gens, allez s'inscrire, ils auraient dû aller s'inscrire. Et donc, je vais revenir là-dessus. Quand le gouvernement a fait ça, après, le gouvernement a fait des répartitions et a viré les fonds. Les gens sont contents. Je n'ai pas encore vu un artisan qui est fâché. Ça veut dire quoi? Au lieu d'aller, tout le monde dit, électricité, 50 000, je donne 30 000 à tous les ménages, le gouvernement a analysé. Au lieu de confiner tout le monde, de fermer les marchés, le gouvernement a géré. Au lieu de continuer à arrêter, confiner, le gouvernement a ouvert les écoles. On a commencé les examens. Il y a le BPC le CP est terminé, le BPC va commencer. On a rouvert les églises et autres. On dit non, c'est pour ça que le chiffre monte. Et on ne peut pas fermer les églises. Donc, on a fermé un peu pour maîtriser la situation, le phénomène. Et après, on reprend la vie normale en disant les mesures barrières. Le ministre est revenu plusieurs fois sur les conditions pour faire reculer le Covid. Mais le Covid ne peut pas empêcher l'activité économique. Donc, ça c'est le rôle de l'État. Et le gouvernement l'assume pleinement. Et c'est ce qui est différent depuis 2016. C'est qu'il y a une constance dans cette action et il y a une communication qui le soutient et il y a une visibilité. Quand le gouvernement annonce, quelques temps après, vous voyez des actions. C'est plus concret, c'est plus visible et ça perturbe certains. Ça perturbe tellement que, donc, ils prennent des intentions. Je pense que chacun doit faire son travail. Je produis, je suis un élément, un capital humain dans le Bénin. J'ai encore la force de travailler. Je dois travailler. Je suis obligé de travailler et j'ai le droit de travailler. Oui. Donc, quand vous avez le droit de travailler et vous avez l'obligation de travailler, et quand vous avez ce travail, vous devez le faire loyalement et honnêtement. Mais quand vous le faites, la juste rémunération, dès que vous êtes entendu avec votre employeur, donc votre salaire devient la juste rémunération de votre travail. L'employeur, qu'il soit l'État ou qu'il soit privé, vous avez la juste rémunération. Vous avez l'obligation de rendre le service pour lequel vous êtes payé. Et si chacun joue son rôle,
Mais il n'y a pas de raison de parler. Donc, donc, on ne voit pas les fruits de la croissance. Comme je le dis, la croissance, elle est d'abord macroéconomique. Avant Et, d'être micro. et c'est après ça qu'on regarde un peu la redistribution. Or, pour redistribuer, si vous avez envie de créer une entreprise de transformation, il faut mettre en place une usine. L'usine a un coût. Si vous faites un prêt et vous devez mettre en place l'usine, mais mettre en place tout ce qui va au niveau de l'usine, c'est-à-dire de toute la chaîne de production jusqu'à la vente. Est-ce que lorsque vous faites une vente record, vous allez dire, ah, il faut partager l'argent, il faut partager le bénéfice. Lorsque vous faites un bon chiffre d'affaires, la question, est-ce que vous avez payé vos dettes? Vous ne pouvez pas partager les fruits, même d'une année où vous avez fait un bon chiffre d'affaires, de bons bénéfices, vous ne pouvez pas partager, non, bon chiffre d'affaires, oui. Vous ne pouvez pas les partager parce que il faut d'abord, est-ce que votre dette, vous les avez assumées? Parce qu'il y avait des trous. Voilà, il faut fermer les trous. Est-ce que l'investissement, pour continuer à être productif, est-ce que vous les avez assurés? L'immobilisation des actifs, est-ce que vous y avez pensé? Le renouvellement. Donc, tout ça, vous devez vous projeter pour que les actifs immobiliers, que vous puissiez les renouveler et donc anticiper la vétusté du matériel, anticiper la vétusté du personnel humain, c'est-à-dire que donc agir sur le renouvellement ou la formation ou donc la spécialisation. Et même pourquoi pas le recrutement. Non, le recrutement vient après. Donc tout ça fait partie d'une politique qui nécessite des dépenses. C'est quand vous avez géré tout ça que vous pouvez dire, ah, maintenant on va créer une coopérative pour que les gens commencent par puis, enfin, ceux qui veulent faire du jardin, ceux qui veulent faire du petit commerce, on crée ça pour tous. Et après, vous dites, bon, on va créer peut-être une mosquée ici, une église, une chapelle. Et après, vous dites peut-être qu'on va faire un terrain de sport, un centre comment on appelle de loisirs. Un centre aéré. Donc, qui permet à chacun d'aller marcher, de loisirs, d'aération. Mais tout ça, que ce soit l'église, la mosquée, la coopérative, le centre, eux ne produisent pas. Ils ne rapportent pas économiquement. Mais ils permettent à l'agent de mieux se sentir. Quand il peut aller à la mosquée sans quitter l'entreprise, quand il peut s'aérer, quand il a un bout de temps, ou le week-end, il arrive à faire son sport, s'il peut faire de petites choses d'activité en loisir, est-ce que ça n'apporte pas à l'économie directement? Mais ça rend le capital humain, ça le motive. Ça pourrait se retrouver dans la catégorie ça fait partie social. Alors des investissements qui ne rentrent pas dans la poche de l'employé et pourtant qui concourent à son mieux-être. Alors donc, nous devons apprendre à réfléchir, à analyser les choses, pas en termes arithmétiques, mais beaucoup plus globalisant, en sachant qu'un individu n'est pas toujours, et son mieux-être n'est pas que arithmétique, n'est pas que le nombre de combien de millions il engrange par mois, ou bien ce qui. C'est vrai, dès qu'on vous fait un peu de bonus sur votre salaire, on est content parce que c'est une capacité d'investissement qui s'accroît. Mais au même moment, il faut savoir qu'il y a des investissements communautaires, des investissements que l'État doit, que l'État a en charge et qui énormément ont besoin également d'investissement. Et donc, c'est les produits du travail, c'est les produits de tout le monde transformés en fiscalité. Après, les autres dépenses mensuelles de régaliens de l'État, c'est ça qui va dans les infrastructures, dans les investissements qui nous permettent de mieux nous retrouver. Donc, quand on analyse tout ça, les indices dont on parle prennent tout ça là en compte. Et c'est ça qui fait qu'on dit, on a acquis de tel endroit. Donc, on ne voit pas toujours, qu'on ne cherche pas toujours à voir ça dans la poche. Maintenant, après, de manière constante, si nous maintenons le rythme, et c'est sûr qu'à un moment donné, peut-être que le gouvernement fera un 13e mois. Peut-être. Peut-être qu'il... Vraiment peut-être, parce que... Non, c'est-à-dire quoi? Il faut que ce soit constant. Il faut que ce soit constant. Et il ne faut pas qu'une fois ce sera fait, que les gens pensent que l'année prochaine, ils vont le faire. Donc, rien que la gestion de Covid est plus qu'un 13e mois. Quand vous regardez, ce qui est investi dans la gestion du Covid, c'est plus que le 13e mois. Donc,
L'État doit anticiper. Gouverner, c'est prévoir. C'est pas quand le péril arrive qu'il faut courir dans tous les sens. Donc, l'État est là. Et c'est pour ça, c'est cela que les gens doivent comprendre. En disant que le gouvernement de la République est là pour anticiper, pour prévoir, pour réguler, pour agir. Et ça a besoin de moyens. Très bien. En tout cas, l'une des décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine, c'est bien la tenue donc du 60e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale dans la sobriété totale. Et ceci se matérialisera par le fait qu'il n'y aurait pas de défilé militaire, mais il y aura revue de troupes symboliques et il y aura dépôt de jet, bien évidemment. Et voilà, le 1er août dans la sobriété, bon, cela est dû quand même au coronavirus, mais pour certains, franchement, cela laisse un goût un peu amer quand même, parce que c'est un traditionnel. Très souvent, le 1er août, c'est une fête pour les Béninois. Mais chacun peut fêter chez soi. Pourquoi pas? Ils n'ont qu'à aller chercher les archives, mettre ça dans leur lecteur. Vous avez dit archives. Les archives ne sont pas, n'ont rien à voir avec l'actuel. Mettre ça dans leur lecteur et puis se caler dans leur salon et suivre les défilés passés. Au moins, chacun restera chez soi et donc le risque de propagation n'aura pas beaucoup de risques de se faire injecter, de se faire contaminer. C'est bien sérieux pour certains, ce dont nous parlons. Mais je suis autant sérieux que vous. Non, écoutez, je pense que on doit apprendre à vivre avec notre temps. Ne pas vivre avec son temps quand certains meurent de chagrin en vivant dans le passé, dans un passé totalement révolu, ou en se projetant dans un avenir peut-être qu'ils ne verront jamais. Donc du coup, autant vivre avec son temps, les contraintes de son temps, les réalités de son temps. Il y a un an, personne ne pouvait présager de l'avènement du coronavirus. Et aujourd'hui, moi, je regarde des images rien que d'il y a un an, et je me demande, mais, et tout ça là, à quel moment on peut reprendre à vivre comme ça? Embrassades, des grandes manifestations, on se côtoie, on danse, les boîtes de nuit commencent à bonder avec tout ça. Est-ce qu'on peut reprendre? Mais là, donc, ça rentre déjà dans un passé, on commence par être nostalgique, tout simplement parce que le temps présent nous fait voir autre chose. Lorsque nous avions passé les 30 ans de la conférence nationale, il n'y avait pas eu de manifestation particulièrement officielle. Le gouvernement s'est projeté dans la festivité du 1er août en disant on va travailler entre les 60 ans et les 30 ans. Tout à fait. Donc, c'est une très bonne relation en ce qui me concerne, parce que je suis de ceux qui pensent que le point d'ancrage, ce n'est pas la conférence nationale, c'est le 1er août 1960. C'est le jour où on a déclaré que nous sommes indépendants. Après, nos atermoiements qui ont été caractérisés par 12 années de putsch d'instabilité politique, civile comme militaire, et après, de 60 à 90, avec l'ère de la révolution, du gouvernement militaire révolutionnaire et du parti unique et central, le PAPB, de 90, la banqueroute de 88-90, la conférence nationale, le renouveau démocratique, pour moi, tout à fait pas des atermoiements qui doivent nous permettre de prendre leçon, de tirer leçon pour se projeter dans l'avenir. L'avenir, c'est dans 20 ans, pour nos 80 ans, et dans 40 ans, pour le centenaire de notre indépendance. L'indépendance, peut-être, elle était nominale. On peut dire qu'on n'est pas toujours encore totalement indépendant. On peut dire que nous n'avons pas encore retrouvé nos repères. On peut dire tout ça. Mais c'est par rapport au 1er août 1960 qu'il faut se projeter. Donc, en 60 ans, qu'a-t-on fait pour aller au développement? Et c'est là que nous allons nous replonger dans la conférence nationale. Pourquoi a-t-on été obligé d'aller à la conférence nationale? Les gens parlent des acquis de la conférence nationale, mais c'est grave. Il y a quand même des acquis. Non, parce que cela nous permet aujourd'hui de parler par exemple, d'avoir jusqu'à un passé récent. Tombez, on a dit de ne pas regarder là où vous êtes tombé. C'est là où ça a commencé. C'est là où la chute a commencé. C'est là où vous avez peut-être cogné le pied. Pourquoi on a cogné le pied? Si on ne règle pas le problème en amont, on va pas, la conférence n'est pas venue ex nihilo. Donc, la question à se poser, c'est comment on a fait pour en arriver là. Et quel était, du point de vue caractériel, du point de vue sémantique, ou bien en termes de conceptualisation, quand on parle de cadre conceptuel, quel était le contenu technique de la conférence nationale? Sur quelle base?
convoqué par un régime qui a annulé, enfin, qui n'avait plus de constitution. Parce que le socle a été, les pouvoirs étaient concentrés dans une seule main. Il fallait rebâtir l'État et donc rappeler tout ce qu'on avait laissé, tout ce qui librement avait quitté le pays parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'option prise. Tous ceux qui ont dû fuir parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'option prise ou ils ont été condamnés, leur permet et qui ont saqué l'image, saqué l'économie de dehors, ont tout fait pour bloquer le système qui fonctionne. Ajouté à la banqueroute interne, à la mauvaise organisation interne, on a demandé à tout le monde de revenir dans un État qui n'avait plus de constitution réelle et qui était en banqueroute. Et donc, les gens se sont chamaillés et les plus forts ont gagné et l'autre plus faible a accepté pour ne pas perdre la tête, puisque lui au moins il se maintient au pouvoir. Et donc, chacun comptant sur sa ruse. Et ça n'a pas manqué, puisque après la conférence, notre constitution, c'est déjà l'instrument de la ruse, avec la limitation d'âge, par exemple. Donc, je dis tout ça pour dire, oui, 60 ans de l'indépendance, ce n'est pas les défilés, c'est les réflexions prospectives. C'est des réflexions sur notre devenir. C'est des réflexions sur le bénin que nous laissons à la génération à venir. Et donc, ce bénin que nous laissons à la génération à venir, c'est ce bénin qui se produit, qui se bâtit aujourd'hui. Faisons le bilan de 1960 à 1990. Et maintenant, de 90, de notre fameuse conférence nationale à aujourd'hui. Et voyons que si on passe notre temps à parler des acquis de la conférence nationale, si le pays ne serait pas déjà totalement en une autre banqueroute, c'est qu'il se fait que depuis 2016, un homme est apparu, pour moi accidentellement, parce qu'on ne l'a pas vu venir, accidentellement parce qu'on a toujours cru que c'est un homme d'affaires, accidentellement parce que, bon, on a toujours cru qu'il va rester toujours faiseur de roi, et un homme est apparu accidentellement, et il se fait que c'est le meilleur, c'est presque le Messie, c'est un peu comme un envoyé de Dieu. Parce que là, on a bien l'impression que c'est de l'encensement. Non, du tout. Pourquoi pourquoi encenser? Il est dans la continuité de ce que les autres ont fait, on pourrait le dire. Mais bien sûr. Il ne peut jamais mieux faire s'il n'avait pas tenu compte de ce que les autres ont fait. Et quand on dit que quelqu'un est le meilleur, il n'a pas dit que les autres ont démérité. Les autres ont dit, je parlais de 90 à 2007. Donc, on a façonné. Mais dans nos contradictions, dans nos pérégrinations, dans nos compromissions et dans ce schéma classique et totalement stéréotypé des acquis de la conférence, c'est qu'on s'est renié, on a refusé de travailler, on a accepté l'impunité, on ne veut pas avancer, on reste dans le schéma X, c'est le Bénin, et donc tout le monde s'est complu dans cette négation de développement. On refuse de se mirer tel que nous sommes parce qu'il y a une posture, la démocratie béninoise. Donc, je pense qu'il y a un homme donc, qui a au moins le mérite de nous faire regarder notre image nous-mêmes telle que nous voulons. Et c'est là que je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas de l'encensement. Je ne connais pas le président Talon particulièrement, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne pleurerai pas si je ne le rencontre jamais. Je serai tout heureux un jour si je le croisais. Mais je suis un citoyen. La cinquantaine dépassée, je n'aurais pas été sidéré outre mesure de le croiser. Mais si je le croise, mais tant mieux. Si je ne le croise pas, tant pis. Donc, ce n'est pas de raison particulière d'encenser quelqu'un. J'ai travaillé avec le président Yahi, d'une manière ou d'une autre, je n'ai rien exigé non plus. Il y en a que j'ai vu venir, qui ont gravi les marches rapidement, qui sont repartis, et qui étaient les premiers à changer de camp. Donc, en réalité, je ne cours pas particulièrement. Mais quand vous regardez, quand vous avez vu venir Kérékou, après ce glow, quand vous l'avez espéré en Yahi, quand vous avez cru en un certain homme d'idéaux, hein, comme le changement, comme la refondation, et que vous avez vu tout ça vers la fin s'écrouler parce qu'on n'a pas, peut-être, il manquait une méthode. Et vous voyez que depuis quelques années, il y a une méthode, une rigueur, une fermeté, un sérieux. Quand vous le voyez et tout conjugué dans des résultats. Mais aujourd'hui, ceux qui attaquent le régime n'attaquent pas sur le contenu. Les gens vont aller chercher parce qu'ils sont obligés d'avoir des postures. Mais ils n'attaquent pas. Est-ce qu'au niveau social, quelque chose est fait de moins que ce qui se faisait avant? Non. Les microcrédits ont été repris et mieux perfectionnés. Le projet H est revenu
bien organisé. La question des états civils est là. L'éducation avec les cantines scolaires, les indices au niveau de la gestion, la corruption qui est réduite sérieusement, la fiscalité qui a été dématérialisée. Vous ne pouvez pas regarder au niveau de l'extérieur l'image Bénin qui a été mieux organisée. Quand vous regardez l'impunité avec la criette aujourd'hui, tout le monde a peur, on vous nomme aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller dans les devises publiques comme vous voulez. Alors quand vous avez tout ça, comment vous allez dire on enfonce quelqu'un? On fait des réalités, je suis désolé, on doit les reconnaître. Ceux qui ne les reconnaissent pas sont dans des postures, donc on doit le dire. Donc je dis, quand les Béninois refusent de se regarder, c'est quoi le problème? Quand le président Talon est venu, il a parlé de mandat unique. Exactement. Alors donc, aujourd'hui, je vois les gens, ils font des coupures d'anciens discours, ils les circulent, c'est tellement amusant. Mais ils refusent de dire, mais pourquoi les gens ont refusé la révision de la Constitution d'avril 2017? Il faut que les gens reviennent pour dire, parce que ce document a bien prévu un mandat unique. Et c'est ce document porté par le professeur Djobénou, ministre de la Justice à l'époque. Il a dit, le mois de mars, c'est le mois de la révision de la Constitution. C'était en 2017. Tout à fait. Alors, et dans ce texte-là, il y avait ça. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils l'ont rejeté. Pour quelle raison? Il faut qu'ils le disent. Il faut qu'ils le disent. Mais après, il y a un adage en droit qu'on répète souvent, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est une maxime, c'est un principe. Alors, lorsque la personne fait campagne sur un principe, un idéal, qu'il a eu le temps de dire, il a dit que dans chez nous, c'est facile de se faire élire. Et il a donné. Donc, pour ça, il ne faut pas qu'un chef d'État soit là et ne voit que sa réélection. Parce qu'il voit sa réélection, il va travailler dans... Et il a dit, aujourd'hui, les gens sortent l'élément de son contexte. Et ils font des coupures d'opportunistes et ils le mettent dans la foule. C'est mauvais. Mais pourtant, Agapi... C'est de bonne guerre. Oui, je voudrais... C'est de bonne guerre, oui. Je voudrais bien vous relancer sur la question. Vous savez, il a bien dit également que s'il arrivait que le projet de révision ne marchait pas, qu'il allait montrer quand même le bon exemple en ne revenant pas, en fait, en observant le mandat unique. Il a dit par ailleurs. Est-ce qu'il y a des raisons aujourd'hui pour que Patrice Talon, le président de la République, revienne en 2021? D'abord, c'est Patrice Talon qui parlait. Oui. D'accord? Aujourd'hui, c'est notre président de la République. Il devient un produit national. Le président Talon n'est plus dans ça. C'est vrai, il a la volonté, il a sa propre volonté, mais aussi il a autour de lui et avec une pression populaire de l'image de ce que nous voudrions qu'il soit. Et dans ceux qui ont en souci ce Bénin, dans 20 ans, dans 40 ans, on ne peut pas, je dis, le Béninois qui a un souci d'un développement projeté sur dans 20 ans et voir ce qui se fait depuis 2016. C'est pas que les autres n'ont pas tenté. Je vous ai parlé tout à l'heure du changement de la refondation. Le président Yahi, en 2011, et j'ai admiré son discours de campagne au stade de l'amitié, un certain jour de février 2011, où il a montré comment le changement a échoué. Et qu'il fallait... Et donc, il a fait campagne sur la refondation de la République. Et qu'il passait par un certain nombre de mesures hardies dans la révision de la Constitution. Après, la méthode n'a pas été bien déclinée. Et après, on s'est dispersé dans un certain nombre de choses qui ont peut-être nuit. Mais la volonté était là déjà. Et cette posture, c'est dommage, et c'est l'une des choses que moi, personnellement, je reprochais à Yahi après son départ du pouvoir, et à beaucoup de personnes qui l'ont soutenu, qui le soutiennent aveuglément, ou qui le conduisent un peu, qui le poussent dans le décor, parce que j'estime qu'il a déjà balisé le terrain, même si sa gouvernance n'a pas permis d'avoir tous les résultats. Il a au moins déjà, le diagnostic a été plus ou moins bien fait, et qu'il fallait laisser la main à celui qui a peut-être la méthode de le faire. On ne peut pas être mal, se porter mal, lorsque je n'ai pas réussi là où j'ai voulu aller, et quelqu'un vient embrayer dans le même sens et le faire beaucoup mieux que moi. Mais moi, je l'applaudirai parce que j'estimerai que, mais au moins, j'ai montré le chemin. Et lui, il montre la méthode. Alors donc, si on a pu dire changement et refondation, on n'a pas réussi, c'est normal qu'on poursuive. Et celui qui est là, il poursuit, mais lui, il va, peut-être lui n'annonce pas tout, mais il a dit, je veux revenir le pays. Et il a mis en place une dynamique. Et aujourd'hui, tout le monde voit les résultats. Quand c'est comme ça, et la personne dit, je ne veux plus revenir, on voit qu'il est dans une dynamique où il fait travailler tout le monde. On a vu le ministre des Finances la dernière fois. Mais ça fait plaisir de l'écouter. Et il est là, c'est un jeune.
il a moins de la quarantaine, au moins il montait à cette charge, il me semble. Mais pourtant, c'est la maîtrise de son dossier, de ses dossiers. Quand vous les voyez, regardez au gouvernement la stabilité, les hommes, le sérieux qu'ils inspirent, parce qu'ils sont obligés de travailler à l'image du chef. Et en bas d'eux, les autres sont obligés de travailler à l'image de leur ministre. Et en bas, donc, tout le monde, le président Talon a réussi à mettre les Béninois au travail. La crainte du bien public, donc le respect du bien public. Aujourd'hui, on a été mieux disciplinés de 2016 à aujourd'hui que auparavant. Alors, est-ce que c'est un mérite particulier? Oui, parce que tenir compte des précédents pour mieux faire est un mérite. Or, il aurait pu dire, moi je suis un homme d'affaires, je suis épanoui, j'ai les moyens, et puis aller dans le sens de beaucoup, a dit, bon, j'ai des mandats uniques, mais je me sers très bien, et puis j'attends la fin, et puis moi je me bats. Mais il a mis du sien, de sa personne, de sa santé parfois. Il s'est totalement mis dans la bataille. Et moi, j'estime qu'avec cet investissement, on ne peut pas rester à des positions figées pour dire oui, il a dit que c'est un mandat. Si le mandat avait été inscrit dans la Constitution, ton acte, on prendrait acte. Aujourd'hui, ce n'est pas inscrit. Il est normal que ceux qui, comme moi, pensent que le président Talon devrait il y a d'ailleurs des jeunes qui donnent de la voix, qui voudraient bien. Ils doivent pouvoir donner de la voix. Il faut que le peuple donne au président l'envie de remplir. Il faut que le peuple donne au président l'envie de remplir. Et que doivent faire les partis politiques alors de la mouvance? D'abord, il faut que le peuple, il faut que les groupes constitués, qu'on appelle les corps constitués, les citoyens, individuellement ou collectivement, dans des regroupements, montrent au président qu'on en veut. On en veut parce qu'il nous met au travail. On en veut parce qu'il nous discipline. On en veut parce qu'il lui-même se met bien la main dans la pâte. On en veut parce qu'il incarne vraiment le sérieux de l'État, ce qu'on doit pouvoir être le bon père de famille. Voilà. Donc, vu ainsi, les partis, quand les citoyens, les groupes, comme on le voit aujourd'hui, vont continuer à le faire, vont l'appeler, vont l'inciter, vont lui montrer combien ils tiennent à ce qu'ils nous conduisent vers les changements de 2026. Parce qu'en 2026, nous allons aux élections générales. Il y a encore assez de... Les partis politiques ne sont pas encore totalement solides. Ils se mettent en place. Ce n'est pas encore l'appareil qu'on aurait souhaité avoir. Ils se construisent. Les nouveaux textes, les réformes ne sont pas encore renforcées. On est encore là à se chercher. Vous avez vu ce qui s'est passé lors des élections communales. Donc, l'artisan de tout ça, c'est le président Talon. Il a besoin on a besoin de lui. Après, c'est Dieu qui gère le destin de chacun. Mais tant qu'il est là, en bonne santé, je pense que nous devons profiter au maximum de sa science et de son art. Et donc, lui demander, à la limite, de supplier pour qu'il soit à nouveau candidat, qui remplisse et conduise les changements. Après, nul n'est indispensable, ça c'est connu. Mais nul n'est indispensable, mais nous sommes tous utiles. Et là, lui, il a démontré son art. Alors, tant qu'il est là, utile encore, pourquoi ne pas utiliser cette science? L'État ne finira pas. Et donc, en 2026, il ne continuera pas. Un autre viendra. Donc, on peut patienter. Et lui laisser terminer tout au moins une partie de l'œuvre. Parce que l'œuvre ne sera jamais achevée. Il y aura toujours des gens pour les reprendre. Donc, les partis politiques, naturellement, pour moi, je pense que vous allez demander ce qu'ils doivent faire. À mon avis, et bon, je ne suis pas donneur de leçons, mais c'est mon regard, à mon avis. Une fois les examens terminés, peut-être après le 1er août, ils doivent organiser leurs universités vacances, normalement, et trouver un pacte commun. On attend quand même un projet de fusion pour les deux partis de la mouvance. En fait, l'Union progressiste et le BR pour les nommer. Bon, les gens le disent, mais je ne sais pas pourquoi ils vont fusionner. Je ne sais pas. Avec tout ce qu'ils ont bâti déjà, tout ce qui est mis en place, une fusion ne donnerait... Enfin, c'est mon avis. Je ne trouve pas d'opportunité d'une fusion. Je pense que chacun d'eux commence déjà par prendre ses marques. Chacun d'eux, d'ici à 2, 3, 4, 5 ans, d'ici 2026, on aura de beaux appareils. Même l'FCBE, ça existe, l'FCDB, Moël Bénin, UDBN, s'ils arrivent à se maintenir sur le marché politique avec les élections, je pense que nous avons des partis politiques. Donc, ils n'ont qu'à faire leurs propres expériences à l'interne. Maintenant, ceux qui, comme le PRD, le UDBN, ont besoin de se fusionner dans d'autres ou bien de... Bon, en tout cas, ils n'ont qu'à mieux se structurer. Mais cela dit, l'UB et le BR, je ne sais pas pourquoi ils vont fusionner. Alors donc, pour moi, chacun d'eux peut avoir quand même une entente
par rapport à la présidentielle de 2016, 2021. 2021. Non, 2021, oui, 2021, en disant, oui, ça, nous sommes tous d'avis que le président Talon est un idéal de gouvernance en matière, tout au moins, de gestion de l'État, en matière d'anticipation, en matière de rigueur, en matière de fermeté. Quand on a déjà ça, et un président social, on fait tout ça, mais qui n'empêche pas de poser des actes qui impactent directement les populations à la base. Quand vous avez quelqu'un qui arrive à faire toute cette synthèse, on ne peut pas le laisser partir. Il faut lui donner de l'envie. Et donc, les deux parties peuvent trouver un module, un accord en disant, nous demandons ensemble, je dis ensemble, que le président Talon se rencontre. Et nous le soutenons. Nous mettons en place. Donc, ils peuvent mettre en place un appareil fédérateur au-delà des deux parties, mais de toutes les autres forces qui soutiennent le président pour que sa candidature soit actée. Mais moi, il va plus loin. En tout cas, Claudine Prudencio a donné son avis par rapport à la question. Je ne ferai pas cela à mon frère, Patrice Talon, et donc je ne serai pas candidate face à Patrice Talon. Donc, elle appelle également, elle suscite aussi la candidature de Patrice Talon. Elle a dit qu'elle a toujours été claire là-dessus, elle soutient l'action du gouvernement, elle a toujours dit, elle a toujours répété. Donc, comme je le dis, tout ce qui... C'est parce que c'est une ouverture, ça va au-delà des camps politiques. Tout au moins, comme je dis, nous sommes dans un cycle qui va finir sans doute en 2026, avec une nouvelle expérience. Et là, peut-être les partis seraient solides et donc doivent avoir leur candidat. Mais aujourd'hui, je pense que le maître d'œuvre de tout ça doit poursuivre ce travail pour que, effectivement, donc les partis politiques doivent ouvrir au-delà des camps politiques, l'ouvrir, créer une plateforme commune, une plateforme fédératrice qui fédère les deux partis, mais au-delà, les autres partis, le PRD, l'UDBN, MOEN, et puis les autres partis qui soutiennent l'action du gouvernement, des personnes, des mouvements qui soutiennent l'action du gouvernement, parce que le code, la nouvelle charte d'abord... Mais est-ce que ce n'est pas trop tôt à 8 mois? Non, à 8 mois, le débat politique doit se mettre en place. Parce que il faut, en face, on voit le professeur Aïvo tourner, bon, j'en parle de lui, il n'a encore rien dit, lui-même, à mon avis, sur ça. C'est quand même clair. Bien. Hein, voilà. Alors, donc, on parle de FCBE, ils sont représentés dans les communes, on parle de parrainage. Je pense que c'est maintenant que les débats là doivent s'ouvrir. Il faut, en disant que moi, je suis favorable, par exemple, à ce que on ouvre, qu'il y ait cette ouverture fédératrice, mais au même moment que ces partis BRUP analysent les conditions pour que l'opposition ait aussi ses candidats, ou son candidat, notamment les FCBE ou UDB, les FCDB, l'opposition républicaine, celle qui s'est déclarée, donc que leur candidat ait le parrainage qu'il faut, donc un acte politique en disant nous allons leur accorder le parrainage pour que si quelqu'un veut être candidat, il le soit. Et donc nous allons batailler sur le terrain pour montrer que notre candidat est le meilleur. Très bien. Voilà donc voilà ce que les partis politiques, à mon avis, devraient pouvoir faire. Le PBR, si je devrais me permettre de leur donner un cahier des charges, c'est un peu cela. Mais bon, donc le ministère c'est de la vie. Voilà. Et donc vous voyez, je pense, moi je place 60 ans sur cet angle-là, pas l'angle du défilé, mais l'angle de la réflexion prospective d'un Bénin dans 20 ans pour notre 80e année ou dans 40 ans pour notre centenaire. Et donc, ça va se bâtir aujourd'hui avec celui qui est là et qui nous montre vraiment le chemin du travail. Très bien. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Maforika, analyste politique. Vous êtes expert en gouvernance, consultant médias et communication. Merci pour cette disponibilité. C'était donc le décryptage, le 5e rendez-vous, le dernier rendez-vous d'ailleurs de votre grand programme désormais le dimanche. Dimanche, c'est politique. Vous allez donc retrouver, voilà, donc désormais les soirs, vous avez le décryptage avec notre analyste politique. Merci de nous avoir suivis et agréable soirée à chacun et à tous. Restez bien évidemment à notre compagnie.